Bonjour et merci de nous recevoir chez vous encore en ce jour. Rencontre échange, l'émission Entretien sur Delta Santé. Une émission qui passe au crible les faits d'actualité de chez nous. Et les faits d'actualité de chez nous, c'est justement ces élections législatives qui se profilent à l'horizon. N'ira-t-on pas, ce qui est sûr? Il y a des partis de l'opposition qui ont décidé de ne pas prendre part à ce scrutin, vu les conditions dans lesquelles ce scrutin est préparé. Pas de réforme, pas d'élection, dit-on à la C14. D'autres partis ont pris le pari d'y participer. On a reçu un de ces partis la dernière fois. Ce jour, nous recevons, et cela pour que cette élection n'a pas lieu d'être, je reçois pour vous M. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, parti membre de la C14. Monsieur, merci de notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est cela. Alors, on va revisiter encore l'actualité telle qu'elle s'est déroulée ces derniers jours avec votre campagne de 10 jours ou anti-campagne de boycott de ces élections législatives. Mais avant cela, peut-être, comment décrire l'actualité ou bien la crise togolaise en sa phase actuelle? Je pense que la crise togolaise est en train de s'enliser et surtout de s'acheminer vers des situations très complexes et d'extrême violence, malheureusement. Et tout cela est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que en février, lorsque le dialogue a été initié et que la coalition a accepté de participer à ce dialogue, les gens pensaient qu'une sortie de crise pacifique pouvait trouver sa voie à travers ce dialogue. En tout cas, c'était avec une volonté de trouver une solution que la coalition a décidé de participer à ce dialogue. Malheureusement, 10 mois après, on se rend compte que ce dialogue n'a pas produit les fruits qu'on attendait. En tout cas, la feuille de route qui a été présentée par la CEDEAO et qui était supposée indiquer les voies à suivre pour arriver à une sortie de crise pacifique, eh bien, on constate que le régime a décidé de laisser cette feuille de route à côté et de faire ce que bon lui semble. Tout cela n'est pas de nature à nous présager d'un avenir serein. Alors, et pourtant, il y avait une lueur d'espoir à la sortie du sommet de la CEDEAO le 31 juillet qui proposait cette feuille de route. Quelles étaient les embûches? Pourquoi, justement, on n'a pas pu réussir à mener à bien cette feuille de route? Pour ma part, je crois que les facilitateurs, la CEDEAO de manière générale, a péché sur un point particulier. C'est d'avoir fait confiance à ce régime en pensant que le régime était capable par lui-même de mettre en œuvre la feuille de route, c'est-à-dire de s'aligner sur les recommandations de la facilitation. Si l'on rappelle que ce dialogue est le 27e et que les 26 précédents n'ont jamais connu un sort heureux de la part du régime. Donc, c'était une méprise de la part de la CEDEAO que d'avoir mis de côté la revendication de la coalition qui demandait que l'on puisse mettre en place une transition, un organe de transition qui permettrait conjointement de mettre en œuvre les recommandations qui seraient issues de ce dialogue. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. La CEDEAO a fait confiance au régime et le régime vient de démontrer que, il ne mérite pas du tout la confiance que la CEDEAO a placée à nous. Oui, vous aussi, vous y avez cru à cette feuille de route-là, ou même que la CEDEAO s'était peut-être trompée, s'est illusionnée sur les intentions réelles du régime. La C14 aussi, puisque vous avez accepté la feuille de route. Nous avons émis nos réserves sur le contenu de la feuille de route, mais nous avons également dit que nous prenons ce contenu, parce que c'est toujours ça d'acquis. Et donc, là où les choses ont commencé à déraper, c'est quand la facilitation a laissé le soin à ce régime de mettre en œuvre les recommandations. Qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'elle fasse? Plus de pression? Qu'est-ce que vous auriez souhaité? D'abord, ce que nous avions demandé, c'est que l'on mette en place un organe de transition. Ce qui nous permettait de conduire les recommandations de la feuille de route de manière consensuelle et de manière apaisée et de manière transparente. Malheureusement, cette requête n'a pas été retenue
Et nous constatons aujourd'hui. Vous n'avez pas la possibilité à l'époque de contester cela? Nous l'avons contesté. Et nous l'avons contesté. Le sujet est revenu sur le tapis à plusieurs reprises. Malheureusement, eh bien, nous n'avons pas obtenu cette requête-là n'a pas été satisfaite. Et aujourd'hui, on voit que la CEDEAO a eu absolument tort de penser que le régime ferait les choses de bonne foi. Ce régime montre encore une fois que il ne fonctionne pas de bonne foi. Et ce dialogue a été finalement... Malgré la mise en place du comité de suivi, des réunions à Lomé, à Conakry, à Accra, tout ça là. Le comité de suivi est un organe qui vient constater ce qui est fait. D'accord? Et ce que nous demandions, c'est que l'organe opérationnel, c'est-à-dire un gouvernement de transition, puisse être justement mis en place pour que tous les acteurs, les deux protagonistes soient présents dans cet organe-là et que les choses se fassent de manière consensuelle. Oui, ça n'a pas été pensait qu'il n'y a pas encore suffisamment de dysfonctionnement au niveau de la gestion du pouvoir. C'est pour ça que la question, l'option de transition n'avait pas été retenue. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. À partir du moment où la CEDEAO a senti la nécessité d'intervenir dans la crise togolaise, c'est qu'il y a dysfonctionnement. Et à partir de ce moment-là, il aurait fallu regarder tous les contours de la spécificité de la crise togolaise et mettre en place cet organe de transition. J'insiste, cela aurait permis que les choses soient conduites de manière consensuelle. Bien, merci. Alors, et là, on avance, n'est-ce pas? Le processus est en cours. On a fait le recensement électoral, boycott de la C14. Une prolongation exceptionnelle a été accordée. Boycott, vous n'avez pas pris part à toutes ces étapes de la préparation du scrutin, la question de la CENI, la Cour constitutionnelle, etc. Finalement, où en êtes-vous dans votre logique? Alors, contrairement à ce que vous dites, les choses n'avancent pas, bien au contraire. Ça stagne, voire ça recule. Et la démarche de la coalition était une démarche claire, et je dirais même rationnelle. Parce que nous étions en phase avec le contenu de la feuille de route qui demandait que l'on puisse faire d'abord les réformes constitutionnelles et institutionnelles, ensuite aborder les questions électorales. Ça relevait du bon sens. Oui. Et nous avons souscrit à cette démarche-là. Malheureusement, ce que nous avons tous constaté, c'est que le régime s'est précipité sur la dernière étape de l'ensemble du processus de la feuille de route, c'est-à-dire l'organisation des élections. Alors, il y a des choses quand même très importantes à faire avant cette élection-là. Il y avait la question du mode de scrutin des élections législatives. Nous souhaitons que ce mode de scrutin passe à 2 tours, comme ça a été envisagé par la CEDEAO pour l'élection présidentielle. Nous avons également mis sur le tapis la nécessité de revoir le découpage électoral pour que les députés qui seront élus cette fois-ci soient tous élus avec le même nombre de voix. Rétablir l'équité et je dirais que tous les députés soient élus de la même manière. Tout cela, nous l'avons mis sur la table. Et il y a un point aussi très important que nous avions souligné, c'est celui concernant le fichier électoral. Le fichier électoral togolais, c'est un fichier qui n'a aucune caractéristique de fiabilité qui puisse conduire à une élection transparente. Aujourd'hui, on nous annonce de manière, je dirais même péremptoire, que le fichier est constitué de 3 500 000 électeurs environ. Eh bien, je ferai simplement remarquer que lorsqu'on regarde le recensement de la population qui a été fait en 2010, aujourd'hui, l'évolution naturelle de la population togolaise nous aurait conduit à environ 4 millions d'électeurs. Mais on nous annonce qu'il y a 3 500 000, malgré l'appel au boycott qui a été très largement suivi. Tout cela relève d'une grande manipulation et nous ne pouvons pas accepter que les choses se fassent de manière si escamotée et que finalement il n'y ait aucune volonté de la part de ce régime d'accorder ne fût-ce qu'une petite transparence dans le processus. Nous avons, M. Wilson, aussi demandé que l'on profite de cette crise pour donner des actes de naissance
aux Togolais pour donner des certificats de nationalité et des cartes nationales d'identité aux Togolais pour que l'inscription sur les listes électorales puisse se faire de manière tout à fait normale. Eh bien, le régime a refusé. Donc, et on ne peut pas comprendre que ce régime continue de refuser de donner un acte de naissance aux citoyens togolais. Les Togolais ne sont pas reconnus par l'État togolais comme étant des citoyens de ce pays. Ça fait partie des préalables pour avoir la carte d'électeur, par exemple? Quand on identifie quelqu'un en tant qu'électeur, il faut d'abord s'assurer que cette personne est togolaise, a la nationalité togolaise, et que cette personne est en âge de voter, et que cette personne a les prérogatives de citoyen bénéficiant de droits de vote. Tout ça, ce sont des conditions que l'on doit respecter. Mais la manière dont ce fichier est constitué ne garantit aucunement que le fichier électoral contient véritablement des Togolais, par exemple. Donc, tout cela est une manœuvre de la part du régime pour avoir un contrôle total du processus électoral et s'assurer ainsi à l'avance de la victoire. Ce n'est pas ça la démocratie. Alors, on a signalé des cas de minerais qui sont enregistrés ici et là. Est-ce que vous avez les preuves de ces cas et qu'est-ce qui en est fait finalement? Parce qu'on parle d'une correction, une fois, de ce fichier qui a été obtenu après ce recensement. Oui, alors, ça c'est la grande interrogation, pour ne pas dire la grande entourloupe. Et, sachant que les gens ont été enregistrés essentiellement sur témoignage. Je me demande bien comment les informaticiens de la CENI, sur quels critères se sont-ils basés pour identifier les mineurs. Les gens n'avaient pas d'acte de naissance, n'avaient pas de carte nationale d'identité. Sur quels critères se sont-ils basés pour déterminer qui est mineur et qui est majeur? Ça, c'est une première question. La deuxième question que je vais également soulever, c'est que le système même qui a permis ce recensement n'est pas fiable. Si ce système est capable d'enregistrer des mineurs, c'est que c'est un système qui n'est pas fiable. Moi, je suis informaticien et il aurait fallu que le système prévoie à l'avance le rejet de celui qui est mineur et ne pas permettre le système de logiciel mis en place dans la l'enregistrement. machine, c'est ça? Oui, le logiciel qui est dans la machine doit rejeter systématiquement toute personne n'ayant pas l'âge de 18 ans pour voter. Donc, si on intègre les mineurs et qu'il fallait par la suite faire un travail manuel derrière pour sortir les mineurs, ça veut dire que le système n'est pas fiable. Et c'est ce que l'opposition, la coalition a toujours dénoncé. Ce système, c'est un système qui est bricolé pour permettre des manipulations. Nous ne sommes pas à une époque où les logiciels doivent présenter autant de failles. Alors, la date du 20, qui était contenue dans la feuille de route le 20 décembre, est-ce que c'était une date butoir ou bien une date indicative? Parce qu'on voit ce que les gens appellent le fétichisme de date autour de ce 20 décembre. Oui, c'est une question à la fois simple que les gens veulent complexifier. En réalité, je vais vous rappeler que lorsque les chefs d'État s'étaient rencontrés ici au Togo le 14 avril 2018, ils avaient préalablement fixé une date, une période pour les élections, c'était fin novembre qu'ils avaient fixé. Eh bien, ils ont fait le constat que ça ne pouvait pas tenir et ils ont reporté. Ensuite, lorsque le 31 juillet, ils ont fixé la date du 20 décembre pour les élections, nous avons protesté à la coalition. Nous avons protesté et le président de la Guinée, le président Alpha Condé, a précisé que cette date était donnée à titre indicatif. Il l'a déclaré sur les ondes d'une chaîne internationale. Donc, cela a permis de prendre en compte cette caractéristique de cette date-là. Mais c'est une surprise pour nous aujourd'hui de constater que la CEDEAO a fait finalement de cette date une date qu'il fallait absolument respecter. Du moins, c'est l'interprétation que le régime en fait. Et là également, on voit la duplicité de ce régime qui, d'un côté, s'accroche à la date du 20 décembre contenu dans la feuille de route, et de l'autre côté, occulte complètement le processus de réforme qui est préconisé avant les élections. Et c'est là que
Je pense que légitimement, les Togolais attendaient que la CEDEAO puisse se prononcer, puisse s'exprimer sur la manière dont cette feuille de route est conduite jusqu'à l'élection. Et c'est fort étonnant qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de cette date. C'est fort étonnant que la CEDEAO s'enferme dans un mutisme qui est incompréhensible et qui est dangereux pour nous parce que pendant ce temps, sur le terrain, on tue des enfants, on tue les citoyens togolais, on blesse, on fait de la violence et donc on ne comprend pas que l'on puisse laisser les choses se dégrader autant. Oui, on en reparlera de ces violences qu'on a constatées ces derniers jours. Mais avant cela, dans la semaine, je crois jeudi ou vendredi, il y avait cette rumeur d'une réunion des parlementaires de la CEDEAO qui va revisiter le cas togolais. Qu'est-ce qu'il en était? Non, les parlementaires de la CEDEAO se réunissent régulièrement, je pense que c'est 2 fois par an qu'ils se réunissent. Et la semaine dernière, effectivement, ils se sont réunis, se sont penchés sur différents sujets. Et je crois la Gambie, la Guinée-Bissau et le Togo ont été les 3 sujets qui ont été traités lors de cette session des parlementaires. Et bien sûr, nous avons tous vu les images qui sont venus de là-bas où les parlementaires se sont exprimés largement sur le cas du Togo. On doit noter que sur environ une quinzaine ou 16 parlementaires qui se sont exprimés, la très grande majorité, moi j'ai compté 14 d'entre eux, se sont exprimés en faveur d'un report de cette élection, compte tenu de la grande tension qu'ils perçoivent depuis l'extérieur du Togo, la grande tension qu'ils perçoivent. Et ils ont ainsi rejoint d'autres organisations qui se sont exprimées. La conférence des évêques s'est prononcée pour le report. La société civile s'est prononcée à travers Espérance pour le Togo. Les églises presbytériennes et méthodistes se sont également prononcées. Les cadres musulmans se sont prononcés. En fait, toutes les forces vives du Togo se sont prononcées. Il y a cette médiatique de l'ancien archevêque de Lomé, Monseigneur Philippe Fano. Monseigneur Philippe Poduro s'est également prononcé en faveur d'un report. En fait, tous ceux qui sont intéressés par la crise au Togo ont été tous frappés du bon sens pour demander ce report. Eh bien, à ce jour, on constate que le régime reste hermétiquement fermé à toutes ces réactions, à tous ces appels à la paix, à la sérénité et à travers le report de ces élections. Donc c'est complètement incompréhensible. On a comme l'impression que le régime cherche volontairement à voir la situation sécuritaire du pays se dégrader, et peut-être pour justifier l'utilisation encore de violence et de répression. C'est incompréhensible pour les gens qui ont la charge de l'État et dont la première responsabilité est d'assurer la sécurité des citoyens togolais. C'est cela. Et dans ces conditions, est-ce que la médiation de la CEDEAO tient encore? Est-ce qu'il y a encore de la crédibilité? Est-ce qu'il y a encore cet espoir, cette organisation régionale d'intervenir dans la crise? Je dirais que tant que l'élection n'a pas encore eu lieu, la CEDEAO peut encore se prononcer. Moi, je vais un peu plus loin. Et je dis que la situation que nous vivons aujourd'hui, les chefs d'État de la CEDEAO sont en partie responsables de cette situation. Ils sont responsables parce que nous les avons interpellés sur le risque de fixer cette date, sur le risque de voir cette élection ne pas remplir toutes les conditions à cette date-là et que la violence pourrait être observée. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il est temps que les chefs d'État prennent leurs responsabilités et amènent le régime à revoir sa copie et à surseoir à cette élection du 20 décembre que j'appelle l'élection de tous les dangers. Peut-être qu'elle devrait être dépassée par notre crise, notre situation? La CEDEAO ne peut pas se permettre d'être dépassée par cette crise parce que c'est l'organe supranational qui couvre. Parce qu'on a l'impression que les deux protagonistes de la crise sont inconciliables finalement. Non, il y a toujours une possibilité de consensus dans une crise. Toutes les crises du monde finissent toujours par trouver une voie de sortie. Et la crise togolaise n'y échappera pas. Simplement, il faut que les gens qui viennent nous accompagner... Il y a certains décrets d'extrémisme de part et d'autre
Parce que l'option est radicalement considérée ici et là. Non, je pense que justement le régime laisse ces éléments extrêmes prendre le dessus, prendre le lead dans leur façon de fonctionner pour imposer des positions extrêmes, peut-être aussi pour favoriser que les gens qui sont chez nous et qui souhaitent que les choses soient traitées de manière plus dure aussi prennent le devant des choses pour que ce soit finalement les extrêmes qui mènent la danse. C'est une façon très dangereuse d'aborder la crise togolaise. Et je pense que justement, s'il y a des facilitateurs, c'est bien parce que la présence de ces facilitateurs et leur capacité de pression sur les deux protagonistes devrait conduire à une harmonisation des points de vue. Et malheureusement, on a aujourd'hui la nette impression que la CEDEAO hésite à faire suffisamment pression sur le régime. Peut-être que, et moi, c'est ma lecture des choses, peut-être qu'il y a certains chefs d'État au sein de la CEDEAO qui, en intervenant dans la crise togolaise, en réalité, sont en train de régler leurs propres problématiques intérieures, de politique intérieure. Et ça, mais puisqu'ils sont des choses ne sont pas d'accord, n'ont pas une position unique sur le cas togolais. Ben oui, c'est ce que nous observons. Sinon, des décisions auraient peut-être déjà été prises. C'est bien parce que, malheureusement, il y a encore les relents des syndicats de chefs d'État qui s'expriment. Ce qu'Alpha Condé avait contesté. Oui, mais la réalité nous montre que ça ne semble pas être quelque chose passé et que la CEDEAO finalement est en train de tâtonner sur le cas togolais. Et la CEDEAO ne peut pas continuer de tâtonner en laissant la situation sécuritaire se dégrader et que des violences continuent de s'exprimer sur les Togolais. Oui, alors parlons de cette violence. Le gouvernement ou le régime suit sa voie unilatérale et fonce vers les élections pendant que vous vous y opposez toujours en appelant les populations dans la rue pour manifester la seule arme dont dispose ailleurs, avec ses conséquences dramatiques sur la population. N'avez-vous pas l'impression que vous jetez les populations gratuitement dans la gueule du loup avec ces morts qu'on a enregistrés ces derniers jours? Alors, vous reprenez avec d'autres mots une expression que le régime utilise, c'est que la coalition envoie les jeunes à l'abattoir. Moi, la question que je leur rétorque, c'est de savoir qui est le boucher. Si nous envoyons les enfants à l'abattoir, qui est le boucher? Et il y a un ministre d'ailleurs qui a déclaré il y a quelques jours que la coalition cherche à provoquer un bain de sang pour susciter la sympathie de la communauté sous-régionale. Mais bon Dieu de bon sang, et qui c'est qui veut verser ce sang-là? Et cette manière de s'exprimer, finalement, c'est une menace voilée à la population togolaise. Si vous sortez manifester, eh bien, on fera verser votre sang. On ne peut pas diriger un pays comme ça. On ne peut pas diriger un pays en menaçant les citoyens de verser leur sang. Et je crois que le bon sens a fini par quitter ce régime et il est temps que les gens se ressaisissent. Nous savons et nous continuons de prôner la réconciliation dans ce pays. Nous voulons que les Togolais vivent tous en harmonie dans le même espace qui est le nôtre. Il est indispensable que l'on sorte des invectives. Il est nécessaire que l'on sorte des menaces. Il est indispensable également que l'on fasse preuve de défense de l'intérêt commun. C'est ce que nous demandons à ce régime. Et les responsables du gouvernement, les responsables de ce régime, nous les appelons, nous leur demandons de tenir compte de l'intérêt général et de sortir de la suffisance et des menaces qui ne sont finalement aucun élément positif à la résolution de la crise. Au demeurant, il y a toujours de ces morts. On vous a vu, la coalition s'est déplacée en ces endroits où il y a eu ces scènes de violence avec mort d'hommes. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle analyse vous en faites? Est-ce que ça va toujours continuer comme ça ou bien vous avez d'autres stratégies de lutte pour éviter vous savez, la coalition a toujours inscrit sa lutte dans une démarche pacifique. Et nous nous sommes toujours efforcés à nous conformer aux prescriptions de notre Constitution. Les manifestations que nous faisons sont des manifestations pacifiques. Et même si on nous interdit de manifester, même si on nous interdit les itinéraires que nous demandons, que nous nous fixons,
eh bien, nous faisons tout pour rester dans un cadre de manière à ce que les choses se déroulent de manière pacifique. Malheureusement, le régime pense que c'est en instaurant la terreur, en instaurant la répression, qu'il réussira à étouffer cette volonté légitime des Togolais d'aspirer à la liberté et à la démocratie. Nous n'avons pas d'autre instrument d'expression de notre colère et de notre volonté que de manifester. Il n'y a pas d'autre expression qui soit préconisée par la Constitution. C'est pour cela que les Togolais continuent de manifester quand on leur demande d'exprimer leur mécontentement. Et on ne peut donc pas nous opposer la violence systématique pour nous empêcher de nous exprimer. Et la Constitution elle-même préconise dans son article 150 que lorsqu'il y a un coup de force, que chaque citoyen a le droit et même a le devoir de défendre la Constitution et de se battre contre ce coup de force. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un coup de force électoral perpétré par ce régime. C'est pour ça que les Togolais ont le devoir de s'opposer à cette élection qui est organisée. C'est pour ça que nous appelons à empêcher cette élection. Et quand nous disons d'empêcher cette élection, c'est de faire tout ce qu'il faut. Et c'est ce que la coalition fait. Nous interpellons la CEDEAO pour qu'elle empêche que cette élection ait lieu. Nous-mêmes, nous nous battons pour que cette élection ne puisse pas se tenir. Et la population, nous l'appelons également à empêcher cette élection. Et les gens disent, quand nous parlons d'empêcher, cela signifie qu'il faut faire de la violence. Pas du tout. Nous sommes dans une démarche pacifique. Mais on peut empêcher de manière pacifique. Empêcher, c'est sensibiliser les gens pour qu'ils ne puissent pas aller voter ce jour. C'est sensibiliser les gens pour qu'ils ne participent pas. Puisque vos sympathisants ne se sont pas fait enregistrer, M. Olympio. Oui, nos sympathisants ne se sont pas fait enregistrer. Donc ils n'ont pas de carte d'électeur, ils n'iront pas aux yeux. Mais vous savez que ce régime continue d'enregistrer des gens pendant que la campagne est ouverte. Ah bon? Et oui, c'est ce que nous observons et c'est ce qui nous revient de l'intérieur du pays. Il y a dans les pratiques de ce régime aucun respect pour les textes, aucun respect pour la Constitution, les lois. Ils font véritablement ce qu'ils veulent, comme ils l'entendent, comme si c'était toujours sans conséquence. Voyez-vous? Donc, c'est contre tout cela, c'est contre cette prédation sur l'État, cette prise en otage de l'État, c'est contre tout cela que les Togolais sont en train de se battre aujourd'hui pour que notre pays retrouve un État qui fonctionne à peu près correctement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on évoque dans les réseaux sociaux le cas du général, le chef d'état-major de l'armée qui était sur le terrain, et la version officielle était qu'il était là pour contrôler les dispositifs de sécurité. Est-ce que cet argument vous convainc? Moi, je suis particulièrement choqué par cette situation. Parce que, vous savez, quand un chef d'état-major général de l'armée, c'est-à-dire le plus grand patron de l'armée, se déplace sur un théâtre d'opération, c'est que ses troupes sont en état de guerre, sont en train de se battre et ont besoin d'être encouragées, d'être galvanisées pour avoir la bravoure au combat. Mais quand on parle de manifestations pacifiques, pourquoi d'abord on déploierait des forces spéciales sur les lieux des manifestations? Et pourquoi on n'enverrait pas un lieutenant pour regarder le dispositif? Pourquoi on n'enverrait pas un capitaine ou un commandant ou même un colonel? Et que ce soit un général en chef qui se déplace par lui-même. C'est extrêmement grave. Aucun pays ne fonctionne comme ça. Si ce n'est au Togo, où on voit des choses, y compris la voiture de commandement du chef d'état-major, d'où on voit pointer une arme de guerre et braquer sur les populations qui manifestent pacifiquement. On a parlé de montage vidéo. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tous les Togolais ont vu ce qui se passe, ce qui s'est passé ce jour-là. Et le simple fait de venir affirmer que le chef de l'état-major était présent sur les lieux est en soi déjà au-delà de ce qui est concevable. Ce pays doit changer son mode de gouvernance, sinon le pire est encore devant. Rencontre chez un nouveau numéro, nous parlons de la situation qui prévaut actuellement chez nous au Togo avec cette élection en ligne droite désormais, puisque la campagne prend fin officiellement mardi prochain et que les élections se tiennent
le 20, le jeudi, je crois. Alors, donc, il y a certains partis qui se réclament de l'opposition et qui sont allés et qui veulent aller à ces élections. Qu'est-ce que cela vous dit? Bon, la première chose que je peux dire, c'est que ces partis ne sont pas membres de la coalition, les 14 partis. Donc, ne s'opposent pas à ce régime. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des partis qui s'opposent à ce régime se retrouvent au sein de cette coalition. De la C14. De la C14. Et tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales et qui sont candidats à cette élection ne défendent pas ce que défend la coalition. Donc, je ne sais pas quels sont les critères qui permettent de déterminer qui est opposant ou qui ne l'est pas. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on partage le point de vue du régime qui dirige le pays, eh bien, il est quelque peu difficile de s'opposer parallèlement à ce même régime. Oui, on dit qu'on ne veut pas lâcher le champ libre, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un argument qui ne trompe personne. Et actuellement, l'Assemblée qui est en place, il y a des députés de l'opposition dans cette Assemblée. Oui. D'accord? Sincèrement, est-ce que cela a changé quelque chose dans la gouvernance du pays? Est-ce que la présence de nos députés de l'opposition au sein de l'Assemblée, qui est d'abord composée de manière complètement inégale, parce que quand on voit cette élection de 2013, où l'opposition a eu un plus grand nombre de voix, mais se retrouve simplement avec un tiers du nombre de sièges à l'Assemblée nationale, il y a quelque chose d'irréaliste, de complètement incompréhensible. Donc, la présence de députés de l'opposition au sein de l'Assemblée devenait finalement un élément, je dirais, d'accompagnement de ce régime. Donc, si le régime veut organiser une élection où il serait tout seul et aurait toutes les places de l'Assemblée, eh bien qu'il le fasse. Ça ne change rien dans l'état actuel des choses. C'est pour ça que nous exigeons qu'il y ait une élection transparente, qui respecte les règles démocratiques et que tout le monde puisse s'exprimer devant les citoyens togolais qui vont faire leur choix en toute âme et conscience. Tant que ce ne sera pas l'occasion, il est difficile pour la coalition de participer à cette élection. Avec beaucoup d'indépendants aussi, de candidats indépendants dans la course. Je crois que le caractère un peu ubuesque de cette élection, c'est que on n'a jamais eu autant d'indépendants qu'à cette élection-là. Non, soyons sérieux, cette élection, c'est une mascarade qui ne répond en rien aux critères de rythme de la démocratie à travers les élections. Et il faut que ce régime ait conscience qu'il devienne la risée de la sous-région et que quand on entend les parlementaires de la CEDEAO parler de ce régime, c'est quand même lamentable. Et ça n'honore pas notre pays. Nous devons donc continuer d'interpeller ce régime pour que les gens reviennent à la raison et donnent à notre pays, notre cher pays, une possibilité d'épanouissement et que nous aussi nous ayons le respect de nos frères de la sous-région. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On connaît la portée et la signification profonde d'une politique de boycott, n'est-ce pas? Mais aussi on connaît ses limites et ses insuffisances. Dans un passé récent, on a vu ce que ça a donné. Est-ce qu'on va encore laisser cette chance au régime d'avoir le monopole de l'Assemblée et donc de faire ce que vous ne voulez pas justement qu'on fasse? Il y a une grande évolution dans l'espace politique de l'opposition, c'est que en 2017 et 2018, en tout cas à ce jour, il y a une coalition qui existe, ce qui n'avait jamais été véritablement le cas au Togo. Et cette coalition, elle travaille de manière ensemble et de manière ferme. Donc, si le régime veut considérer que l'on ne doit pas traiter avec cette coalition et qu'il veut aller aux élections tout seul pour se donner toutes les manettes de pouvoir, aussi bien exécutif que législatif, je dois vous dire que dans le cas présent, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. À l'Assemblée, ils font ce qu'ils veulent. À l'exécutif, ils font ce qu'ils veulent. Donc, notre participation à cette élection aurait été d'ailleurs un élément
qui légitimerait cette élection-là. C'est ça. Mais le monde entier est en train de voir aujourd'hui que cette élection, c'est une élection de façade qui n'apporte rien de positif à la communauté nationale. Bien au contraire, c'est une élection à haut risque parce que des Togolais meurent déjà, des enfants meurent déjà. Oui. Mais le risque, c'est qu'il y ait encore de la violence. Puisque Pas de violence post-électorale, on assistera encore. nous sommes toujours dans la logique de ne pas reconnaître ces élections, de ne pas laisser cette élection se faire. Et en face, le régime réprime, il réagit par la violence. Et c'est ça qui est dangereux pour les citoyens, puisque ça se termine par des blessés, ça se termine par des morts. Oui, dans la logique, il n'y aura pas de contestation, puisque vous n'avez pas pris part, vous ne prenez pas part à ces élections législatives. Non, il ne s'agit pas de contester des résultats, il s'agit de contester le principe même qui fonde cette élection. C'est le principe même qui fonde cette élection que nous sommes en train de contester. C'est pour cela que nous estimons complètement anormal et contre-productif qu'il puisse y avoir des observateurs qui viennent et de l'extérieur et de l'intérieur du pays, parce que nous ne voyons pas la nécessité de venir observer une élection qui, pour nous, n'a aucun sens d'exister. Vous comprenez? Vous parlez de cette délégation française d'amitié. Je parle de toutes les délégations qui sont supposées venir et observer cette élection et que nous sommes en train de dénoncer. Il n'y a pas de raison que l'on vienne observer une élection rejetée par la plus grande majorité de la population, rejetée par la coalition. Donc pour nous, cette élection n'existe pas. C'est ça. Donc ce qui suppose que votre campagne de désobéissance, en tout cas de boycott de l'élection, prendra fin avec ces élections la semaine prochaine. Nous continuerons notre bataille que nous menons. La bataille que nous menons... C'était sous une autre forme ou bien? N'oubliez pas que la bataille que nous menons, c'est pour arriver à une alternance. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses sont focalisées sur cette élection parce que c'est un passage dans tout le processus. Mais ils feront ce qu'ils veulent de la date du 20 décembre. Nous sommes toujours engagés dans notre lutte qui doit nous mener à l'alternance à la tête de ce pays. Ça prendra la forme que ça prendra le temps que ça prendra, mais les Togolais resteront dans la détermination, dans la ténacité et dans la fermeté. Et je dois vous souligner une chose. Oui. Le dernier communiqué publié par la CEDEAO. La CEDEAO a utilisé deux termes dans ce communiqué que j'ai retenu. Ils ont utilisé le terme de fermeté et détermination. Ils ont dit, nous sommes déterminés avec, l'expression c'est, nous sommes fermes et déterminés pour faire mettre en œuvre notre feuille de route. C'est ça l'idée. Même si la formulation n'est pas exactement celle-là, nous sommes fermes et déterminés pour que la feuille de route soit mise en œuvre correctement. Donc nous attendons que la CEDEAO aussi exprime cette fermeté. En tout cas, pour ce qui concerne la coalition, donc nous sommes fermes et encore disqualifié par rapport à sa manœuvre, à sa mission. Elle n'a pas encore jeté l'éponge officiellement, même si nous constatons qu'il se terre dans un silence qui devient incompréhensible et assourdissant. Et bien, ils ont encore une marge d'expression. Et on attend et on espère qu'ils vont réagir avant la date du 20. Et donc, le comble serait que la CEDEAO reste muette jusqu'à ce que le 20 arrive et que advienne que pourra. Donc vous espérez toujours que tout peut arriver, c'est ça? Nous continuons notre lutte pour que cette élection n'ait pas lieu. Eh bien, si la CEDEAO veut apporter sa contribution, elle sera dans son rôle. Et nous insistons pour qu'elle s'exprime, parce qu'elle a une responsabilité dans la situation actuelle. Les chefs d'État ont une responsabilité dans la situation actuelle. Ce sont eux qui ont mis en place la feuille de route, ce sont eux qui ont fixé la date du 20, et bien qu'ils viennent dire également que oui, notre feuille de route est suivie comme il faut, oui, la date du 20, vous pouvez maintenir votre élection, ou alors vous devez la repousser, mais ils ont le devoir de s'exprimer. Le silence n'est plus acceptable. C'est ça. Et dans cette logique, dans votre logique, n'est-ce pas, de ne pas prendre part à ce scrutin sans les réformes, signifie qu'en 2020 aussi, si la situation reste telle qu'elle, eh bien ce sera toujours la même logique. Eh bien, vous savez, nous sommes en décembre 2018. Les élections présidentielles, si elles ont lieu, en tout cas c'est en avril 2020, si je ne m'abuse,
beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. C'est ça. Donc, regardons déjà ce qui se passe en 2018, mais je vous dirai ceci. Oui. Tout ce qui n'aura pas été accompli en termes de réforme avant l'élection législative, sachez que l'opposition remettra tout cela sur le tapis avant l'élection présidentielle. Et si c'était le cas, ce serait d'une grande irresponsabilité de tous ceux qui sont impliqués dans la résolution de cette crise. Pourquoi? Parce qu'une élection présidentielle est une élection qui suscite toujours beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'attention de la part des citoyens et généralement beaucoup plus de vigueur également dans cette participation. Ne pas résoudre les problèmes lors d'une élection législative pour laisser les problèmes lors d'une élection présidentielle, c'est un manque de responsabilité parce que les passions seront beaucoup plus exacerbées en ce moment-là. Il est préférable pour le bien de notre communauté, pour le bien des Togolais, il est préférable que nous puissions résoudre tous nos problèmes politiques avant de rentrer dans un processus électoral. Il y a déjà des morts pour une élection législative dans les conditions actuelles. Si les conditions devaient être répétées pour l'élection présidentielle, vous imaginez ce que ça va donner? Le spectre des années noires que nous avons connues il y a quelques années peut poindre encore à l'horizon. Est-ce ce que nous souhaitons pour notre pays? Non. Oui. Est-ce qu'après ces élections du 20 décembre, si jamais ça a lieu, est-ce qu'on continuerait encore à faire des réformes? Ces élections ne mettent pas fin quand même à vos revendications, n'est-ce pas? Mais bien entendu, c'est pourquoi je disais que ce que fait le régime aujourd'hui, c'est de jouer aux gens qui ne voient pas le danger devant. Ils ferment les yeux comme si il n'y avait aucun danger devant. C'est vrai que pour eux, ça peut paraître sans intérêt ou sans importance, puisque ce sont les pauvres citoyens togolais qui meurent et pas eux. Mais la responsabilité qui est la leur est totalement engagée devant l'histoire et devant les Togolais. Et donc, nous avons tous le devoir de mettre bas la terre et de nous pencher sur la manière la plus indiquée de résoudre nos difficultés politiques. Et nous savons aujourd'hui que si toute la vie de la nation est bloquée et que la vie quotidienne des Togolais devient de plus en plus difficile, c'est bien parce qu'il y a des problèmes politiques qui sous-tendent tout développement. Tant que nous n'aurons pas réglé ces problèmes-là, nous serons toujours dans cette spirale qui n'en finit pas depuis des décennies. Il est temps que le Togo également sorte de l'ornière et connaisse un développement. Et ça passe par la résolution des problèmes politiques. Et comme nous ne voulons pas résoudre ces problèmes par la violence, il est nécessaire que le régime au pouvoir aussi puisse faire preuve d'ouverture, faire preuve de volonté de créer un climat de paix, de sérénité, et c'est à ce à quoi nous les appelons. Et ça dit que le fil du dialogue est complètement rompu entre la C14 et le régime, ou bien entre la C14 par l'intermédiaire de la médiation avec le régime? Oui, le dialogue a toujours été conduit par la facilitation. Et je pense que la facilitation est allée très loin puisqu'elle a produit une feuille de route. Donc, la discussion ne peut s'opérer qu'autour de cette feuille de route et de sa mise en œuvre. Et la CEDEAO charge à elle de dire si elle est satisfaite de la manière dont sa feuille de route a été exécutée. Et là, on verra ce que la CEDEAO va dire. En tout cas, pour la coalition, notre lutte continue dans la fermeté et la détermination. La grande forme du discours, c'est une éventuelle candidature de fin en 2020. Ça, tout le monde le sait, le dit, c'est ça. Le véritable point d'achoppement. Qu'est-ce qu'il peut en être fait exactement pour trouver un compromis, un terrain? Vous savez, par le passé, il y avait des hypothèses, il y a eu des idées qui ont été émises mais qui n'ont pas été acceptées. Vous savez, la rotation du pouvoir dans une démocratie est un ingrédient indispensable dont on ne peut pas se passer. À partir du moment où on a proclamé que notre pays est une république, il faut accepter le principe d'être un jour au pouvoir et d'être un autre jour dans l'opposition. Alors, et tant que ce principe ne sera pas intégré par
nos frères qui sont à la tête du pays aujourd'hui, le pays sera toujours dans un environnement conflictuel. Et donc, le principe même de l'éventualité de cette candidature est un non-sens. Et je ne vois pas les Togolais, dans leur grande majorité, accepter que l'on puisse être citoyen togolais et forcer le passage pour un 4e mandat, pour un 5e mandat. Ça n'a aucun sens. Et je pense que ça va être extrêmement difficile que cette chose puisse arriver. Extrêmement difficile. Est-ce que ça ne veut que par le passé avec des propositions allant dans ce sens, que 2010 soit le premier, enfin 2015 le premier, peut-être cette fois on sera en 2e mandat pour lui et le 20 serait tiré? Je n'en ai pas entendu parler. Pas que ça. En tout cas, quand moi je regarde et que je lis avec attention le projet de révision constitutionnelle de la CEDEAO, il est clairement mentionné que le chef de l'État actuel est dans l'impossibilité de pouvoir prétendre de se présenter encore une fois à une élection présidentielle. Et ça, c'est conformément à ce qui se passe dans notre espace communautaire. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes autour de ce test, de son vote, parce que par 2 ou 3 fois déjà, on a tenté de passer le test à l'Assemblée, ça n'a pas marché. Le président du Ghana, le président Nana Akufo-Addo, dans une interview à une grande chaîne internationale, a dit que le problème majeur du Togo, c'est l'éventualité de la candidature du chef de l'État sortant. Et donc, on ne peut pas garder tout un pays dans une situation conflictuelle permanente simplement pour la candidature ou non d'une personne. C'est faire preuve d'un grand égoïsme que de se laisser enfermer dans cette posture qui apporte tant de malheur au peuple togolais. Et c'est pour ça qu'on pense que le débat est personnalisé finalement. Le débat n'est pas personnalisé. Le débat s'articule toujours autour des méthodes, autour de la manière dont on vient au pouvoir et de la manière dont on conserve le pouvoir. Chercher à personnaliser le problème, c'est cacher le soleil avec le dos de la main. Nous ne nous sommes jamais assis pour adresser nos revendications contre une personne. Notre combat, c'est un combat contre un régime. Un régime qui vient au pouvoir de manière anticonstitutionnelle, un régime qui se maintient au pouvoir de manière anticonstitutionnelle, et c'est le régime que nous voulons faire partir à travers l'alternance. Nous ne nous battons pas pour un individu. Maintenant, il est vrai que ce régime est incarné par le premier responsable du pays, le chef de l'État. Et naturellement, son sort politique est lié à ce régime-là. Oui, alors quitte donc au régime de choisir, c'est pas son candidat. Quoi qu'il en soit, pour que notre pays puisse entrer dans une ère de démocratie, il est important que nous ayons des règles électorales qui permettent l'expression populaire de manière sincère. C'est cela qui va fonder la légitimité de toute personne qui sera élue. Vous savez, si le régime actuel était arrivé au pouvoir par les urnes, de manière transparente et sans contestation, mais qui au Togo aurait quelque chose à redire, même s'il restait 50 ans au pouvoir? Qui aurait quelque chose à redire? Donc c'est les conditions d'élection qui comptent. Nous sommes en train de nous battre contre la gouvernance, contre la manière dont les gens viennent au pouvoir et contre la manière dont les gens se maintiennent au pouvoir. C'est ça que l'on doit comprendre. C'est le principe que nous sommes en train de défendre. On ne se bat pas et on ne fait aucune revendication pour une personne ou contre une personne. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est ça. Bien, merci M. Nathan Olympio du Parti des Togolais, membre de la C14, pour ces éclairages. Peut-être une question, hein? Alors, que se passera-t-il au lendemain du 20 décembre? Bien malin qui le dira, parce que nous sommes en tout cas sur une pente sécuritaire qui se dégrade et
je crains que si les positions restent figées de cette manière par le régime, je crains que cela ne se dégrade davantage et c'est très inquiétant. Il faut espérer que d'ici là, il y ait un sursaut, il y ait suffisamment de pression, puisque finalement, c'est ce dont on a besoin pour que ce régime réagisse un peu positivement. Il faut qu'il y ait suffisamment de pression pour que les décisions qui doivent être prises de gré ou de force soient prises pour qu'on puisse avancer et sortir de cette situation difficile. Si ce n'était pas le cas, je crains que nous ayons des lendemains difficiles. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. C'est ça. Vous m'avez dit que la C14 est bien soudée, qu'ensemble vous avez décidé de faire barrage à cette élection. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se sont sentis frustrés à l'intérieur de la C14? Pourquoi voudrez-vous qu'ils soient frustrés? Des gens qui avaient bien l'intention d'y participer. Je n'ai pas noté cela. Je n'ai pas vu un seul parti de la coalition déposer une liste à cette élection. À partir du moment où vous ne déposez pas de liste, vous ne pouvez pas être candidat. N'est-ce pas? Oui. Bon, donc, la coalition est dans une harmonie de sa démarche. La coalition est soudée dans cette démarche-là et nous fonctionnons, nous travaillons de manière tout à fait transparente et comprise par tout le monde. 3 messages en dernière position. Message à vos militants, message à ceux qui veulent y prendre part et message au régime. Je dirais d'abord que le régime doit prendre conscience de la profondeur de la colère des Togolais. C'est une lame de fond qui est en train de traverser l'ensemble du pays. Et tout le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, est en ébullition parce que les gens aspirent à un environnement différent. Et nous les appelons, nous les exhortons à faire preuve d'ouverture pour faire baisser la pression et la tension dans le pays. Et les citoyens togolais, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin d'être, de recevoir un appel. Les Togolais savent pertinemment ce dont ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils sortent aussi massivement dans les rues lorsque nous appelons à des manifestations. Il faut simplement rappeler aux Togolais que ce n'est que par eux-mêmes, leur propre lutte, que les choses peuvent changer dans ce pays. Et personne d'autre ne viendra de l'extérieur le faire. Il n'y a qu'à voir comment les gens qui veulent bien nous aider sont un peu limités dans leur capacité d'intervention et à travers ce que nous observons aujourd'hui. Et je dirais donc que oui, il faut que nous ayons conscience que tout le travail doit être fait par nous avant qu'éventuellement d'autres puissent venir de l'extérieur nous accompagner. C'est ça. Et puis, les militants du Parti des Togolais ont toujours été formés dans l'optique du respect de la chose publique et de la défense du droit tel que c'est prescrit par notre Constitution. Et nous sommes très engagés dans cette sensibilisation et cette formation de la jeunesse. Et les jeunes Togolais du Parti des Togolais savent que nous sommes dans le droit, nous sommes dans la défense des intérêts de ce peuple. Et c'est dans ce sens-là que je les exhorte à continuer cette lutte de manière pacifique. Et au total, ce que je voudrais également adresser comme message aux facilitateurs, c'est de prendre absolument la mesure du drame qui est en train de se jouer au Togo et que même si l'on considère que le Togo est géographiquement un pays relativement restreint, eh bien, c'est un pays qui a une position stratégique dans la sous-région. Et si on laissait le niveau sécuritaire du pays se dégrader, ce ne serait pas bon pour la sous-région. Et tout le monde doit en avoir conscience. Et quand on en a conscience, il faut qu'on agisse pour que les choses redeviennent calmes et sereines. Merci, que les choses redeviennent calmes et sereines. Ce soir, c'est sur ce mot que se referme cet échange avec vous, M. Nathaniel Limpo, président du Parti des Togolais, parti membre de la C14. Amis téléspectateurs, c'était la fin de ce numéro de rencontre échange. La semaine prochaine pour 2 réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci, Président.